bonsoir à tout le monde. Alors, pour répondre déjà à la question des mahoganies, le mahogany, c'est déjà une espèce exotique. C'est pas une espèce locale. Il a été naturalisé enfin, il y a deux types de mahogany. Il y a le petite feuille et le grande feuille. Les deux ont été introduits ici, plutôt par l'ONF ou l'équivalent. Et le fait de perdre les feuilles, c'est qu'il se met en période de carême. C'est-à-dire, plus l'arbre a des feuilles, plus il consomme de l'eau. Et certains arbres, dont les mahoganies, savent perdre leurs feuilles et donc ils consomment beaucoup moins d'eau. Et les nouvelles feuilles qui sortent, on ne les a peut-être pas mesurées, mais elles sont en général beaucoup plus petites. Elles se mettent en position carême. Donc elles évaporent moins, elles consomment moins d'eau et ça permet à l'arbre de survivre. Les arbres qui ne savent pas perdre leurs feuilles, ils manquent d'eau et ils finissent par sécher. Et il y a des arbres qui sont caducs et il y a des arbres qui sont persistants. Et c'est une force que l'arbre a. On ne sait pas qu'est-ce qui déclenche. Alors, je ne sais pas s'ils ont avalé un calendrier ou quoi, mais ils savent s'adapter à quelques jours près. Pratiquement tous ces arbres-là font la même chose. Voilà, donc c'était pour répondre à ta question. Alors, juste j'ai commencé, moi, dans la fleur coupée. On faisait beaucoup de fleurs coupées. Et mon père disait quelque chose qui est toujours d'actualité, et vous allez très vite comprendre. On était les premiers, on était les plus gros, on était les seuls. Donc, c'est facile d'être premier quand on est seul, dans une course entre autres. Après, on s'est fait copier par d'autres pays qui ont des salaires plus bas et qui ont des terrains plus grands. Et mon père disait on a un pays tropical à salaire tempéré. Et quand on dit ça, on a tout dit. Et quand on est en concurrence avec les autres pays, c'était jusqu'à 200 fois moins cher l'heure de travail. Ils comptaient même pas dans un compte d'exploitation. Pour eux, le salaire, c'était rien du tout. Alors que nous, c'était plus de 80% de nos charges. Donc, on a arrêté de faire de la fleur et on s'est mis dans la plante. Et j'ai développé donc dans les années 2002 au domaine Château-Gaillard des plantes plutôt pour les particuliers. Et puis là, on est en train de changer un peu d'orientation et on est en train de se lancer dans les arbres forestiers. C'est une nouvelle activité. Alors, je connaissais pas tous les noms. On a fait plein de choses pour les connaître. Entre-temps, il y a un petit guide qu'on va vous distribuer, qui est les EEE, c'est les espèces exotiques envahissantes. C'est des plantes qu'il ne faut pas avoir chez soi. Donc, la DEAL a sorti cette liste. Moi, j'ai édité le guide. Pour l'instant, les pénalités paraissent énormes. Ils n'ont pas encore trop donné, mais ils vont y arriver un jour. C'est jusqu'à 150 000 € de pénalité et 3 ans de prison pour avoir certaines plantes interdites. Alors, il y en a sur laquelle je ne suis pas forcément d'accord, mais cette liste a été faite en fonction de ce qui se passe dans d'autres pays et c'est un principe de précaution. Ils ont mis peut-être plus de plantes qu'il ne faut et toutes les plantes qui sont mises sont des plantes exotiques, c'est-à-dire des plantes qui ne poussent pas naturellement en Martinique. Donc, il faut faire cette différence parce qu'aujourd'hui, le cocotier n'est pas une plante locale, c'est une plante exotique. Le bambou, c'est une plante exotique. Le mahogany, c'est une plante exotique. Alors, il y a exotique non envahissant, il y a naturalisé. En fait, tout ça, c'est des termes un peu différents, mais ça explique un peu la nature. Et pour ceux qui voyagent un peu, dans tous les pays tropicaux, on a tendance à avoir toutes les mêmes plantes. On va trouver l'arbre des voyageurs, qui n'est pas un arbre, c'est une herbe. On va trouver le flamboyant. On va trouver le zamana, qui est plutôt d'Amérique du Sud. Et on ne sait plus dans quel pays on a. Quand on va à Singapour, quand on va dans certains pays africains, quand on va aux Antilles, on retrouve toutes ces plantes et on ne sait plus trop quelles sont les vraies plantes natives de Martinique. Alors pour ce faire, on est en train de faire un guide. Donc le EEE, ça existe dans tous les départements de France. Chaque département a sa liste de plantes interdites. Et là, on a créé un guide qui va s'appeler AAA. C'est les arbrisseaux, les arbustes et les arbres de Martinique. Alors, la plupart sont endémiques de Martinique. Certains sont naturalisés dans le guide parce il faut les prendre tous et puis savoir un peu qui est de chez nous, qui n'est pas de chez nous. Voilà, donc c'était juste pour faire continuer sur tes mahogany et tout. Alors, je veux reprendre de l'arbre. C'est un être vivant. On a tendance à l'oublier. On est tous d'accord que les humains, les animaux et tout, c'est des êtres vivants, mais on oublie que les plantes, et particulièrement les arbres, sont aussi des êtres vivants. Donc, ils naissent, ils grandissent, ils se reproduisent, ils sont malades et ils peuvent mourir.
c'est le b.a.-ba, mais c'est bien de le rappeler de temps en temps parce que souvent on ne considère pas les arbres comme des êtres vivants et il faut prendre ça en considération. Quand on part en vacances et on laisse une plante dans un pot pendant 3 semaines en disant c'est comme si on avait un animal en cage à qui on ne donne plus d'eau, plus de nourriture pendant 3 semaines. Il y a beaucoup de gens qui m'achètent des plantes et puis qui me disent j'achète vite avant de partir, je pars dans une semaine pour 3 semaines de vacances. Je dis n'achetez pas la plante aujourd'hui, attendez votre retour. Mais parce qu'on oublie, on pense que c'est un sujet, que c'est un tableau, que c'est quelque chose de non vivant. Donc c'est bien de le rappeler parce que je pense que dans l'inconscient collectif, on pense que c'est un sujet. Alors, l'arbre, la science qui s'occupe des arbres, ça s'appelle la dendrologie. C'est un drôle de mot. Je l'avais déjà lu, mais je ne me rappelais plus de ce nom. J'ai fait un peu de recherche. Alors, il y a un proverbe qui dit que l'arbre, il est au début de notre vie. On est en contact avec l'arbre. En général, c'est un berceau. Et à la fin de notre vie, on est aussi en contact avec un arbre. C'est la mise en bière. Donc, on démarre avec l'arbre et on finit avec l'arbre. C'est un peu glauque, mais c'est la réalité. Alors, les arbres, on ne savait pas trop les âges des arbres. Aujourd'hui, avec le carbone 14, on sait dater les arbres. Donc, un des arbres les plus vieux, c'est des pins californiens. On estime qu'ils ont 5000 ans. Alors, juste un petit rappel, la construction des pyramides, c'était il y a 4000 ans. Donc, l'arbre est plus vieux que la construction des pyramides. Et on a tous en tête le JC dans toutes les dates avant ou après Jésus-Christ. C'était il y a 2050 ans. Et l'arbre, à 5000 ans, il avait 2 fois l'âge. Et moi, j'étais surpris parce que je pensais qu'un arbre de 300 ou 500 ans, c'était énorme. Mais 5000 ans, c'est beaucoup de respect. Donc, c'est des petits rappels que je vous fais parce que on l'oublie que ça, tous les arbres n'ont pas 5000 ans. Hein. Il y a des arbres qui vivent très vieux et il y en a qui vivent beaucoup moins vieux. En général, un arbre qui a cet âge-là, il pousse très peu, il pousse de quelques centimètres par an, et donc 5000 ans, peut-être même moins que quelques centimètres. Donc je rappelle juste qu'un arbre, il se compose de 3 parties visuelles, visuelles ou pas visuelles. Il y a le système racinaire pour la partie souterraine, il y a le tronc et le haut pied. Donc c'est la base d'un arbre. Certains arbres ont des racines plus importantes, certains arbres ont des racines aériennes, d'autres ont des racines aquatiques. Et tout ça, ça fait partie de l'ensemble des arbres. Alors, je vous ai dit tout à l'heure que l'arbre des voyageurs n'est pas un arbre. Il s'appelle arbre, mais ce n'est pas un arbre. C'est une herbe, un peu comme le bananier, un peu comme tout ça. Le palmier n'est pas un arbre, bien qu'il soit un peu lignifié déjà, c'est-à-dire qu'il a un début de tronc, mais il n'est pas classé dans les arbres. Alors là aussi, dans certains guides, on met les palmiers dans les arbres. Bon, chacun voit un peu midi à sa porte, mais alors, dans un arbre, on oublie quelque chose, c'est la masse des racines. On voit les branches, on taille les branches assez facilement, mais on ne s'en rend pas compte que tout ce qu'on voit au-dessus existe en dessous pour supporter l'arbre. Parce que quand un arbre fait des branches de 20 mètres ou plus en hauteur, il faut avoir un équilibre, il faut qu'il soit ancré au sol. Donc les racines, en général, font 2 à 3 fois la longueur des branches. Alors quand quelqu'un plante un zamana à 10 mètres d'une maison, il faut déplacer la maison. Le pire, c'est les ficus, le ficus benjamini. Tout le monde a déjà eu des problèmes avec ces arbres-là. Alors eux, ils sont très attirés par les fosses septiques. Si la fosse est à 50 mètres de la maison, l'arbre trouve la faille et en général bouge toutes les tuyauteries, il arrive à percer les tuyauteries. C'est vraiment un arbre dangereux à mettre dans une maison. Je vois qu'il y a des gens qui se posent des questions. Donc, le ficus, moi j'ai eu l'occasion de voir des ficus qui des racines faisaient au moins 3 fois la longueur des branches. C'est-à-dire qu'une branche de 20 mètres, la racine peut faire jusqu'à 60 mètres de long. Donc en général, les maisons en lotissement font 500, font 1000 mètres carrés. Il n'y a pas de quoi mettre un arbre. Déjà, un arbre normal, c'est compliqué, mais un ficus, complètement à oublier.
Alors, on a parlé un peu du zamana tout à l'heure. Le zamana a été introduit en Martinique pour la culture de café et de cacao. C'est un arbre qui vient plutôt du Mexique, plutôt d'Amérique centrale. Alors, c'est un arbre un des plus gros arbres. Peut-être pas le plus gros, mais c'est un des plus gros arbres. Et à l'époque, j'avais discuté avec Emmanuel sur la taille que pouvait occuper un zamana, et je m'étais jamais vraiment posé la question. Un zamana peut faire des branches de 50 mètres de long. Alors, en partant de l'axe de l'arbre, 50 mètres, de l'autre côté, 50 mètres, tout autour, 50 mètres. Donc, ça fait 100 par 100. Et puis, j'ai dû reprendre ma machine à calculer parce que je ne me rappelais plus que 100 par 100, ça fait 1 hectare. Donc, ça veut dire qu'un zamana peut faire 10 000 mètres carrés, un arbre. Donc, c'est un arbre, on ne le vend presque plus en pépinière parce qu'il n'y a aucun endroit dans un petit jardin à planter un zamana. Et alors, si les branches font 50 mètres de long, ça veut dire que les racines peuvent faire plus de 100 mètres de long. Donc, c'est même pas votre maison qui est en danger, mais c'est la maison du voisin qui est en danger. Et ça pose des gros problèmes quand on a un zamana trop près d'une construction. Et un arbre normal, c'est 50 mètres carrés par arbre. Donc, on en met beaucoup plus que zamana. Et on oublie ça, c'est du b.a.-ba, mais c'est bien de le rappeler parce que les arbres peuvent faire beaucoup de dégâts s'ils sont mal plantés. Ouais, si je prends le cas des agrumes, un agrume, c'est 50 mètres carrés. On considère qu'il faut les planter tous les 7 mètres. Alors souvent, les gens les plantent trop serrés aussi. Donc ça pousse, mais ça ne fait pas de fruits. Donc 50 mètres carrés par arbre, ce qui fait qu'on peut mettre 200 agrumes sur 1 hectare, contrairement à en mettre un zamana. Pour donner un peu la proportion. Alors dans les agrumes, on a un porte-greffe qui est normal, ça s'appelle du carrizo. C'est le porte-greffe, c'est-à-dire sur lequel on greffe citron, orange, pamplemousse, tout ce qu'on veut. Et on a un autre porte-greffe qui s'appelle Flame Dragon, qui est un porte-greffe nain. Et lui, on peut mettre 600 plants hectares, c'est-à-dire qu'on peut les planter beaucoup plus serrés. Ça fait moins de fruits par arbre, mais ça revient à peu près au même à l'hectare. Et les fruits ne changent pas de taille, c'est-à-dire que si le fruit fait 10 cm, qu'il soit sur Carrizo ou sur Flying Dragon, il va faire la même taille de fruit. Simplement qu'au lieu d'en avoir 500 dans un arbre, on n'en aura que 150 ou 200. Donc c'est par rapport aux amanas, donc 200, 600 ou 1, selon le type d'arbre qu'on met. Alors j'ai pris les extrêmes pour le zamana. L'Anthurolobium, c'est un autre arbre qui est très proche du zamana, c'est une fabacée et qui fait à peu près la même chose. Et ce sont des arbres qui poussent très vite. Les zamanas qui sont dits pour multicentenaires, je ne suis pas sûr du tout qu'ils aient plus de 100 ans. Donc c'est un arbre qui pousse tellement vite que à Carrère, c'est moi qui ai fourni le plan dans le parking de Carrère, ça n'a pas 10 ans. Le zamana fait déjà des branches de 15 mètres. Et c'est quand je l'ai vu dernièrement, je me suis dit, mais c'est pas si vieux que ça. Je suis sûr que dans 10 ans ou dans 20 ans, on va dire que c'est un zamana centenaire. Parce que ça pousse par rapport aux arbres d'un pays tempéré, ça pousse 10 ou 20 fois plus vite que ces arbres-là. Alors, dans le végétal, il ne faut pas oublier que les racines servent d'ancrage pour la plante, mais elles prennent les nutriments qui sont dans la terre, elles consomment de l'eau, et les racines, c'est vital pour un arbre. Donc, il ne faut pas trop piétiner, il ne faut pas trop les noyer. L'exemple qu'on fait très souvent dans les terres glaises, plutôt rivière salée, Trois-Îlets et tout, on fait un trou de plantation. Il ne faut surtout pas faire ça parce que le trou se remplit d'eau et la racine est en permanence dans l'eau et ça pourrit. Il faut laisser l'arbre les racines chercher son accès et ne pas lui imposer de l'eau. C'est comme si nous qui consommons 2 à 3 litres d'eau par jour, si on nous mettait la tête dans un seau d'eau toute la journée, on n'aurait pas forcément apprécié. Et l'arbre, c'est exactement la même chose. Ne pas laisser des soucoupes avec de l'eau dans les plantes en pot. Alors, sinon, on fait de l'aquaponie, c'est-à-dire que la racine qui est en terre, c'est une racine d'une certaine couleur. La racine qui est dans l'eau, c'est une racine blanche. On a tous fait c'est les enfants faire l'essai sur les graines d'avocat qu'on plante sur un verre avec 3 bois d'allumettes.
Alors, ça pousse très bien, mais si vous regardez bien à travers le verre, ce sont des racines blanches qui sortent dans l'eau. Et ces racines-là, c'est des racines qui respirent, qui sont faites pour être dans l'eau. Quand vous sortez l'arbre de cette eau-là et que vous le remettez en terre, c'est une nouvelle racine qui va sortir. Donc, l'avance qu'on pense avoir fait en plantant l'arbre dans l'eau, ou des boutures, ou on fait plein de choses comme ça, ça ne sert strictement à rien. On peut laisser dans l'eau juste pour caler la cicatrice, mais il faut que la racine sorte dans son milieu. Ou alors, on laisse l'arbre tout le temps dans l'eau. On peut faire pousser un avocatier dans l'eau, il ne va jamais faire grand-chose, mais il va faire du feuillage, il va faire des trucs, mais c'est pas du tout la même plante. Elle ne va pas avoir le même comportement si elle est en terre ou si elle est dans l'eau. C'est des petites choses banales, mais c'est bien de le rappeler parce qu'on l'oublie et on pense bien faire Alors, après, dans les plantes, les juvéniles, les graines, quand elles sont levées, souvent, elles ont un aspect différent de leurs parents. Les feuilles ne sont pas de la même taille, elles ne poussent pas de la même façon. Certaines plantes ont des épines quand elles sont jeunes pour se protéger. Et puis, quand la plante grandit, les épines disparaissent. C'est le cas du fromager. Les gros fromagers n'ont quasiment plus de racines et les petits fromagers, c'est que des épines. On ne peut même pas le tenir sans ne pas avoir d'épines. Donc, le rôle des plantes, des arbres dans la nature, ça maintient le sol, ça permet d'éviter les éboulements, ça permet d'avoir une couverture au sol. Alors, il y a des arbres qui ont des racines, des grosses racines, il y a des arbres qui ont que des petites racines. Je vais juste faire une petite aparté. Le palmier, qui n'est pas un arbre, c'est un arbre qui ne fait jamais, c'est une plante qui ne fait jamais de grosses racines. Il fait toujours plein de petites racines et il n'y a pas une grosse racine comme un zamana où tu peux avoir une racine de 50-60 cm de diamètre. Chez un palmier, on n'aura jamais ça. C'est des plantes, c'est de toutes petites racines, mais par contre, elles ont un avantage, c'est qu'elles tiennent très très bien le sol parce que après, plus rien ne pousse avec. Hein. C'est une autre. Et les racines ont besoin d'avoir une terre un peu aérée. C'est pour ça que les vers de terre sont importants dans la terre. Ça permet à l'eau de pluie de pénétrer dans le sol, parce que si le sol est complètement lisse, comme une dalle en béton, ben, l'eau va partir, il ne va pas mouiller le pied de l'arbre. Alors, il y a des arbres, on se demande comment ils font pour vivre dans les villes. Il y a juste un petit carré de 1 mètre par 1 mètre, et puis l'arbre fait une taille énorme. Alors là, en principe, il descend, il va chercher de l'eau, ou il cherche de l'eau dans les tuyauteries qui passent aussi à côté. Ça permet de se brancher directement. Alors, dans la biodiversité, le nombre d'arbres endémiques. Alors, quand on emploie le mot endémique, c'est endémique à un pays, à une région, parce que endémique seul, ça ne veut pas dire grand-chose. Donc, les arbres endémiques des Antilles ou endémiques de la Martinique, quand c'est endémique de la Martinique, il ne pousse qu'en Martinique. Quand c'est endémique des Antilles, on peut le trouver en Guadeloupe, à Sainte-Lucie et tout. Alors, les arbres endémiques de la Martinique, il en existe, je ne veux pas que je me trompe dans les quantités, il en existe un peu moins de 500 variétés endémiques, c'est spécifique à la Martinique. En Europe, en hexagone, il en existe 150 à peu près. Parce qu'il y a aussi beaucoup d'arbres exotiques qui existent dans tous ces pays. Et quand on regarde la différence de surface entre la Martinique et l'hexagone, c'est 500 fois, la Martinique est 500 fois plus petite que l'hexagone. Ce qu'il fallait, il aurait dû avoir, pour avoir la même proportion, 250 000 arbres endémiques en hexagone pour comparer avec nos 500, enfin nos 480 ici. C'est pour vous montrer qu'on a une richesse énorme en biodiversité. Alors bon, certaines personnes disent ça sert à quoi, ça sert pas à grand chose et tout. Mais à partir des arbres, à partir des choses qu'on ne connaît pas encore, il y a des médicaments, il y a plein de choses nouvelles qui peuvent être créées. Je ne suis pas un spécialiste de la médecine, mais il faut se rappeler quand même que l'aspirine, à l'origine, vient d'un arbre. Même si on sait aujourd'hui le produire de façon complètement artificielle et complètement chimique, l'aspirine vient du saule-pleureur. Le quina, qui aide pour beaucoup de maladies, c'est la quinine. C'est la quinine qui vient du quina. Le quina, c'est un arbre qui fait des petites fleurs rouges qui poussent très bien ici. Et tout ça, c'est des molécules qu'on découvre petit à petit, qu'on a déjà découvert. Celles-là sont découvertes depuis longtemps.
Et sur les espèces locales, donc dans biodiversité spécifique à la Martinique, on peut imaginer qu'il y aura plein de choses à découvrir, à condition de faire de la recherche et à condition de s'y intéresser un peu. Alors, je vous ai parlé des arbres, donc on va vous donner un petit guide tout à l'heure des EEE, espèces exotiques envahissantes. C'est un décret ministériel qui a fait une liste de 107 arbres. Alors, je ne suis pas toujours d'accord sur le choix des arbres, mais bon, à 90%, on va dire qu'ils sont quand même réels. Et pour faire cette contrepartie des EEE, on a fait les AAA. Donc, c'est l'A3P2FM, qui est l'association des pépiniéristes de Martinique, qui a fait cette recherche, et avec la DAF, la Direction de la Forêt et de l'Agriculture, pour essayer de proposer de se retrouver un truc spécifique pour qu'on ait des plantes à nous et non pas des plantes du monde entier, enfin dans tous les pays tropicaux. Et ce que Gérard a dit tout à l'heure pour les rosiers, aussi bien ici qu'ailleurs, on veut toujours avoir ceux qui viennent loin. On n'estime pas nos plantes, alors qu'on a des plantes extraordinaires, et on veut avoir le rosier qui vient d'ailleurs et qui ne pousse pas ici. Et puis, quand vous êtes en Europe, les gens ils veulent avoir des plantes tropicales dans leur jardin et qui ne tiennent pas. Et on n'est jamais content de ce qu'on pourrait avoir. J'ai un exemple tout bête, le résiné de bord de mer, Cocoloba, qui fait des feuilles rondes, que vous voyez au diamant, vous voyez et tout. C'est une super plante en pot. Je connais des gens qui en ont sur des terrasses depuis des années, ça pousse très bien et c'est très joli, c'est une feuille ronde, c'est très joli. Mais je ne sais pas si c'est parce que le local n'est pas bon, mais ça passe pas toujours. Alors ça commence à changer, les gens commencent à s'en rendre compte qu'on peut avoir des plantes de chez nous qui vont tenir, mais par principe, on veut toujours avoir ça peut être dans les restaurants, ça peut être dans les trucs, on veut toujours avoir des choses qui viennent d'ailleurs. Ceux qui viennent d'ailleurs, on a l'impression que c'est toujours mieux. Alors, bon, je reprends juste quelques termes pour que quand je vais employer ces mots, que vous soyez plus à l'aise. Une plante indigène, c'est une plante qui pousse naturellement dans une région donnée. Alors, sur une île, moi j'ai toujours un peu de mal à dire naturellement parce que quand l'île est sortie de terre, il n'y avait pas beaucoup de plantes dessus. Alors, quand c'est les oiseaux, quand c'est le vent, quand c'est tout ça qui l'amène, on considère que c'est naturel, que c'est pas l'homme. Et donc, toutes les plantes indigènes, c'est un terme qui est en train de changer pour moi. Alors, quand c'est les Amérindiens qui les ont amenés, parce que les Amérindiens ont ramené beaucoup de plantes du genre le roucou, le piment, la patate douce et tout, ne poussaient pas naturellement ici. C'est les Amérindiens ou les Awawaks qui l'ont ramené d'Amérique du Sud. Mais on considérait quand même que c'était indigène. Aujourd'hui, on a tendance à changer un peu le terme. Avec les recherches ADN et tout, ils sont en train de rechercher 1000 ans, 1500 ans. Mais si on remonte trop haut, il n'y aura plus rien. Parce que la Martinique, quand elle est sortie de l'eau, il n'y avait pas de plantes. Donc, il faut bien un moment s'arrêter. Et donc, avant, on disait pré-colombien ou post-colombien. Alors, pendant des années, moi, je pensais Colombie. C'est pas ça du tout. Colombien, c'est Christophe Colomb. Donc, 1492, toutes les plantes qui étaient là, on les considérait comme indigènes. Et tout ce qui est rentré après, c'est des plantes introduites, souvent naturalisées. Alors, naturalisées aussi, c'est un terme, on pense tout de suite à un passeport ou à une carte d'identité. Donc, une plante naturalisée, c'est une plante qui a été introduite par l'homme et qui a fini par coloniser le pays. Donc, on va parler du cocotier, c'est l'exemple type. Le cocotier est rentré aux Antilles en 1730-1750. C'est pas très vieux. C'est rentré parce que ça servait de réserve anti-scorbut pour les bateaux. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de frigo, il n'y avait pas tout ça. Et quand on mettait des fruits frais dans un bateau et qu'il en restait 3 mois sur le bateau, les fruits n'étaient plus très frais. La noix de coco pouvait encore se garder et pouvait aider contre le scorbut. Et donc, les navigateurs, petit à petit, sur chaque île, ils achetaient quelques cocotiers pour que ça pousse, enfin quelques cocos pour que ça pousse, et ça donnait assez vite des fruits. Aujourd'hui, le cocotier, imaginez la Martinique, la carte postale de la Martinique sans le cocotier, ça paraît un peu difficile. Donc, logiquement, le cocotier a dû être mis dans les plantes invasives, dans les EEE.
mais pour des raisons commerciales ou tout ce que vous voulez, on ne l'a pas mis parce que si on commence à enlever ça, on perd un peu notre identité. Et c'est parce qu'il a été naturalisé, il est rentré. Beaucoup de gens n'imaginent même pas que le cocotier n'existait pas au départ ici. Donc là, ça c'est la plante naturalisée. La plante exotique, c'est toutes les plantes qui ne sont pas endémiques et qui sont rentrées après. Alors dans les exotiques, il y a les exotiques gentilles et il y a les exotiques envahissantes. Donc ça, c'est un combat à très très long terme parce que si on ne fait pas attention, les exotiques envahissantes sont plus rapides de multiplication et arrivé à un moment, elles vont couvrir complètement. Et pour revenir au cocotier, les endroits où c'est habité, où l'homme, qui est une espèce envahissante aussi, consomme les cocos, il n'y a pas trop de problèmes. Mais quand vous allez en forêt, vous tombez sur un cocotier qui est là depuis longtemps où personne ne passe, il y a des centaines de plants de coco en dessous et ça envahit toute la zone. Et arrivé à un moment, il n'y a plus de lumière, il n'y a plus rien. Et si on laissait comme ça faire dans toute la forêt, on n'aurait que des forêts de cocotiers ou que des forêts de plantes exotiques. La pire dans tout ça, c'est le tulipier du Gabon, le Spathodea. Alors, il y en a en fleurs ces jours-ci, il y en a beaucoup sur la route de Didier, beaucoup un peu partout. Et c'est une plante qui est superbe, parce qu'il fait des grosses fleurs rouges, un feuillage vert, une plante très, 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 très belle. C'est souvent le cas des exotiques, envahissants. Et c'est une plante qui pousse très vite. Elle va en forêt, elle se casse en forêt, elle tombe, et ça fait une clairière qui s'appelle le chablis. Et la première chose qui repousse, c'est les bébés du Spathodea, les bébés du tulipier du Gabon. Et petit à petit, comme ça, sur une vingtaine d'années, ils finissent par faire des forêts complètes de cet arbre-là et tous les autres arbres ont disparu. Alors, ça se fait beaucoup à Trinidad, en Jamaïque et tout. Ils font des journées anti-tulipiers. C'est-à-dire que tout le monde va arracher pour qu'on le fasse tous ensemble, parce que si on laisse des plants grainer comme ils sont en train de grainer et fleurir ces jours-ci, à terme, c'est une plante qui aura envahi tout le domaine et qui pose problème en biodiversité. Donc, les EEE, c'est vrai dans tous les départements, ils ont mis alors, nous, professionnels, on a déjà été contrôlés plusieurs fois pour ne plus les vendre, parce qu'on est quand même à l'origine de beaucoup de plantes exotiques. On les commercialise parce qu'elles sont belles, parce qu'elles sont... Tout le monde connaît, là, c'est pas un arbre, mais je vais en parler quand même, ce qu'on appelle la langue de belle-mère, les sansevieres. C'est une plante qu'on trouve en général dans toutes les maisons. Et ça, c'est incroyable, c'est une plante très, très solide et elle est hyper envahissante. Et souvent, les gens, quand ils n'en veulent plus, ils la jettent. Et chaque petit morceau de feuille qui tombe dans la forêt, qui tombe dans un truc, repousse. Donc, c'est la pire des plantes. Bon, c'est pas une plante énorme. Elle pousse à la lame battante sur les plages. On en voit partout, dans certaines zones et tout. Et ça fait partie des plantes compliquées. C'est pas un arbre, donc on le pardonne. Et donc, la peine potentielle quand on a des plantes envahissantes, en tout cas pour nous professionnels, mais logiquement c'est pour toute personne, c'est une peine de 3 ans d'emprisonnement et pouvant aller jusqu'à 150 000 € d'amende. Bon, je ne crois pas qu'il y en ait encore eu beaucoup de données ici, mais par contre on a déjà eu au moins 2 ou 3 contrôleurs de la DEAL qui a un service pour venir voir qu'on ne les vende déjà plus, et quand il y a des salons Galéria et autres, ben, ils font des tours parce que tout ce qui est rare se vend bien, et comme on les a retirés dans pratiquement toutes les pépinières, il y a des pépinières un peu plus malignes que les autres qui essaient de le placer, qui essaient de les vendre sous un autre nom. Mais bon, c'est embêtant de ne pas les avoir, mais il faut qu'on fasse tous l'effort. Alors, maintenant, on va parler de choses qui sont peut-être un peu plus compliquées. On va parler de l'identité sexuelle des arbres. Les arbres ont-ils un sexe ? Donc, dans les arbres tropicaux, la plupart des arbres tropicaux sont dioriques, c'est-à-dire qu'ils sont à la fois mâles et femelles. Non, excusez-moi, ils sont soit mâles, soit femelles, pas confondre avec monoriques. Donc, le plus connu, c'est les kénétiers, c'est le muscadier. Il y a des kénétiers mâles qui ne vont jamais faire de fruits. Il y a des kénétiers comme ça. Il y a
Alors, le papayer, mais qui n'est pas un arbre. Donc, mais c'est tout à fait le cas des papayers. À la différence que le papayer a un truc encore un peu plus compliqué, c'est que quand vous avez un papayer mâle, moi je l'ai fait l'expérience, vous le coupez parce que vous ne le voulez plus et il repousse en femelle. C'est-à-dire que sur le même tronc, il ressort en femelle. Alors, n'essayez pas chez les hommes, ça ne marche pas, mais mais alors, ça se fait. Moi, j'ai appris là dernièrement, ça se fait aussi pour les abricots pays. L'abricot pays, c'est un arbre. Alors, qui a tous les cas de figure. Il peut être mâle et femelle dans le même arbre. Il peut être soit mâle, soit femelle, donc dans des arbres différents. Et quelque chose que j'avais entendu dire ça, mais là je l'ai lu sur des choses intéressantes, c'est qu'il peut être mâle en 2022 et femelle en 2023. Et il rechange comme ça à chaque fois. Alors, des fois, vous avez un abricot qui ne produit pas, ben, il ne faut pas le couper. Et puis, quoi qu'on en dise, le mâle est quand même nécessaire, parce que si la femelle n'a pas de mâle, ça ne marche pas non plus. Donc, il ne faut pas avoir 100 abricotiers mâles pour une abricotier femelle, mais dans un champ comme ça, il faut penser à mettre quelques mâles pour être sûr d'avoir, sinon il n'y a pas de production. Mais le coup de l'abricot qui peut changer de sexe comme ça, c'est quand même assez surprenant. Alors, le problème quand on vend un plant, c'est qu'on ne sait pas s'il est mâle ou femelle, parce que ce sont des plants qui viennent de graines, et on ne sait pas, tant que l'arbre n'a pas adulte, tant qu'il n'a pas produit, on ne sait pas s'il est mâle ou femelle. Alors, pour être sûr, qu'est-ce qu'on fait? On greffe, on prend un morceau de branche femelle sur un arbre déjà adulte, dont on est sûr qu'il soit femelle, et on greffe sur n'importe quel plant, qu'il soit mâle ou femelle, pour être sûr de vendre un plant greffé femelle. Mais c'est un peu plus compliqué. L'abricot, on le fait systématiquement maintenant. Sur les quénettes et sur les muscades, on est en train de s'imaginer. Là, j'ai plein de muscadiers, mais je ne garantis pas quand les gens l'achètent. Des fois, j'ai une personne qui en a acheté 3, elle avait 3 femelles. Bon, je vais conseiller d'aller jouer au loto, mais c'est tout ce que je peux faire, je ne sais pas. C'est moins grave que quand c'est 3 mâles. Le cas de l'abricot, je vais plus vite que sur mes feuilles. Le cas d'abricot, donc, il peut être simultanément ou en alternance d'une année sur l'autre, mâle ou femelle. C'est vraiment un cas un peu particulier. Ça doit exister sur d'autres arbres, mais celui-là, c'est un peu... Donc, dans les reproductions des arbres, il y a les reproductions sexuées, donc un papa, une maman et des bébés. Donc ça, c'est le in vivo, c'est la reproduction la plus classique dans le monde animal et dans le monde humain. Donc, il y a des fleurs, il y a la fécondation de la fleur, ou pas, parce que des fois, ça marche pas. Et donc, ça, c'est les fleurs fécondées font des fruits, et à l'intérieur des fruits, il y a des graines. Donc là, quand on plante une plante comme ça, on est certain d'avoir... Alors, on n'a pas exactement la même chose. C'est comme chez les humains, un enfant n'est pas exactement comme son papa ou comme sa maman. C'est un petit mélange des deux qui fait ça. Alors, chez les arbres, il y a la reproduction asexuée qui est différente et qui garantit qu'on fait exactement la même chose. On appelle ça du clonage, c'est un terme que je n'aime pas trop, mais on le fait tous sans le savoir. C'est des boutures, c'est des marcotages. Là, on fait exactement la même chose. Si l'arbre a un fruit qui a un goût sucré ou amer, le clonage va faire exactement la même chose. Alors que la graine d'une orange qu'on va planter, à 99%, va faire un autre fruit qui peut être meilleur. C'est comme ça qu'on fait de la sélection, ou en général moins bon. Donc, c'est important de le savoir. Alors après, pour la fécondation des fleurs, il y a différentes fécondations. Il y a la fécondation anémophile. C'est des gros mots qu'on n'utilise pas tous les jours. C'est le vent qui féconde les fleurs. Bon, ça paraît évident, mais le mot ne paraît pas aussi évident. Il y a la fécondation entomophile. Ils sont tous fils, hein, rassurez-vous. Entomophile, c'est les insectes qui fécondent les fleurs. Donc, c'est une abeille, va aller dans tel truc ou non. Après, il y a la fécondation ornithophile, c'est des oiseaux. Il y a la fécondation anthropophile, c'est l'homme. Alors, soit de façon dans les recherches ou, c'est pas un arbre, mais c'est la vanille. La vanille, si l'homme n'intervient pas sur la vanille, ici, ça ne se féconde pas.
parce qu'il n'y a pas l'oiseau spécial qui en général vient du Mexique, qui est un colibri, une sorte de colibri qui a un bec très spécial et qui sait féconder les vanilles. On a introduit la plante, mais on n'a pas introduit l'oiseau qui le fait. Donc l'homme est obligé de se mettre au boulot. Donc dans la reproduction sexuée, donc c'est la plus bien pour la biodiversité parce que chaque arbre est différent. Là, en forêt, on est en train de faire des plantes de forêt. On évite de faire de la bouture en forêt et on essaie, quand on cherche des graines d'arbres, de les prendre sur des arbres différents pour pas faire toujours la même chose. Et après, dans les productions asexuées, on a la reproduction in vitro. Alors, in vivo, c'est la production naturelle, la reproduction naturelle. Et in vitro, c'est ce qu'on fait pour les bananes, ce qu'on fait pour certains trucs. On peut le faire pour des arbres, on peut le faire pour toutes les plantes. C'est qu'on prend un petit morceau de cellule et on la met dans des pots et on arrive à le multiplier pratiquement à l'infini. Mais le danger, c'est qu'on fait toutes les mêmes plantes, alors avec des défauts ou avec des qualités. Alors pour la banane, ils ont sélectionné depuis des années et des années. Ils ont un type de bananier résistant aux maladies, les bananes d'une certaine taille et tout. Mais c'est quand même un danger. Alors pour ceux qui se rappellent d'il y a quelques années, on avait justement dans les bananes, et pas que, des lisières de érythrine, un arbre vert qui poussait tout le long des routes. Est-ce que vous en voyez beaucoup aujourd'hui ? Alors il y en a quelques-uns, mais ça a pratiquement disparu. Pourquoi ? Parce que c'était une bouture qui avait été introduite ici et on l'a multipliée à l'infini. Donc il n'y avait aucun mélange de gènes. Et quand les maladies ont commencé à arriver dessus, elles ont attaqué un arbre, elles ont attaqué tous les autres arbres et il n'y avait aucune défense parce que c'était du clonage, du bouturage. Et c'est un danger quand on multiplie les plantes sans tenir compte du mélange de gènes et de gens. Donc je connais peut-être 3 érythrines en Martinique, mais il y en avait des milliers. Il y avait des lisières et des lisières, c'était impressionnant. Donc voilà le genre d'erreur qu'on peut faire sans trop savoir. Mais maintenant qu'on le sait, on évite de le faire. Donc c'est un mélange génétique qui fait que ça protège les plantes. C'est la biodiversité et c'est ça qui permet d'éviter d'avoir trop de problèmes sur les plantes. Alors le cas particulier de l'arbre à pain. L'arbre à pain, alors, au début, je pensais qu'il y avait l'arbre à pain et le châtaignier étaient 2 plantes différentes. Apparemment, dans les noms botaniques, c'est la même plante. Il y en a un qui est Seminifera, c'est-à-dire qu'il a des graines, le châtaignier, et l'autre qui n'a pas de graines. Alors, pour ceux qui ont connu dans l'arbre à pain, il y a des fleurs mâles et des fleurs femelles. La fleur femelle, en ancien temps, on la connaissait parce qu'on ne l'utilise plus beaucoup, c'était des tototes ou des popotes. Alors, dans les noms, il ne faut pas se tromper. Il y en a un, c'est en Guadeloupe qu'on dit, et l'autre, c'est... Alors, popote, c'est en Guadeloupe, et totote, c'est en Martinique. C'est pour désigner la même chose. C'est la fleur femelle de l'arbre à pain. Donc, on en faisait des confitures, on en faisait plein de choses. Enfin, on faisait, parce qu'il y a longtemps que je n'ai pas vu ça, ça doit exister toujours. Mais l'arbre à pain, c'est un cas particulier, parce qu'il y a des fleurs mâles, il y a des fleurs femelles, et il y a des fruits. Mais simplement que les fruits ne sont pas fécondés et qu'il n'y a pas de graines dedans. Donc, c'est compliqué pour reproduire l'arbre à pain. On ne peut le faire que de séparation de rejets ou de racines. C'est-à-dire qu'on casse une racine pour qu'elle émette une autre branche. Et c'est comme ça qu'on fait des arbres à pain. C'est compliqué de faire de l'arbre à pain. Contrairement au châtaignier, vous prenez une châtaigne, il y a 20 graines dedans et vous avez 20 plantes tout de suite, mais qui ne se mangent pas de la même façon. L'arbre à pain a toute une histoire un peu longue, mais je vous donne juste quelques brides. Il a été introduit en 1789. Alors, tout le monde aurait dû connaître l'histoire. C'est l'histoire de la bounty. C'est les plants d'arbres à pain qui venaient du Pacifique, qui devaient arriver en Jamaïque, et il y a eu des révoltes, il y a eu différentes choses. Il a fallu se reprendre 3 ans après pour rentrer les plants d'arbres à pain, qui étaient compliqués à multiplier. On ne pouvait pas ramener des graines, il fallait ramener des plants vivants, il fallait s'en occuper, il fallait les arroser et tout. Et de Jamaïque, c'est parti sur toute la Caraïbe. De Jamaïque, c'est arrivé à Saint-Vincent. Saint-Vincent, après, c'est arrivé en Martinique. Et quand c'est arrivé en Martinique, il y avait interdiction de couper jusqu'après la guerre. Un arbre à pain, c'était vital c'était la pomme de terre locale. C'était le légume. Aujourd'hui, il y en a des tonnes qui tombent. Personne ne les consomme parce que c'est compliqué. On fait du riz ou des pâtes, c'est quand même beaucoup plus facile. Mais l'arbre à pain, c'est une source d'énergie, enfin de nourriture extraordinaire qui a quasiment disparu.
Aussi, dans la reproduction, je ne vous ai pas parlé aussi des plantes qui sont pollinisées par les chauves-souris. Il y a des plantes où les colibris ne vont pas, les oiseaux ne vont pas. Alors, ça a un nom, il faut que je le relise parce que je ne me rappelle pas du nom, des plantes pollinisées par les chauves-souris. Le cas le plus classique, pour ceux qui connaissent un petit peu l'hôtel Batelière, c'est le plant d'arbre saucisse, le Kigelia pinnata. Quand on rentre à Batelière, il est tout de suite à gauche en rentrant. Et si par malheur on se gare là un soir, en général la voiture est achetée bien parce qu'il y a des milliers de chauves-souris qui viennent dessus. Et la journée, il n'y a pas d'oiseaux, il n'y a rien du tout, il n'y a que des chauves-souris qui viennent dessus. Certains pitayas aussi, ça peut être aussi par les chauves-souris. C'est surtout que c'est des fleurs de nuit et les chauves-souris sont plus actives la nuit que les oiseaux. Mais maintenant, il y a de plus en plus de pitayas qui sont auto-fécondés, donc on n'a pas besoin d'intervention. Parce que sinon, avant, c'était l'homme qui venait à 5 heures du matin avec un coton-tige et c'était assez compliqué. Alors, juste, moi, je m'étais un peu posé la question à un moment. Dans les arbres ou dans les plantes tropicales, il y a très peu de plantes parfumées. Il y en a quelques-unes, mais il y a très peu de plantes parfumées. Pourquoi ? Principalement, c'est dû à l'humidité. On a un taux d'humidité élevé et les parfums préfèrent être dans des milieux un peu plus secs. Donc, ça pose un problème pour les pollinisateurs qui ne sentent pas l'odeur, qui ne sont pas attirés par l'odeur. Alors, la contrepartie, les plantes qui n'ont pas de parfum, elles font des fleurs très colorées. Alors, des fleurs ou des bractées. La bractée la plus connue, c'est le balisier rouge. Le truc rouge que vous voyez n'est pas une fleur. La fleur, elle est à l'intérieur et elle est bleue. Elle est toute petite, elle est bleue. Les bougainvilliers que vous voyez, rose, rouge, violet, toutes les couleurs, c'est pas une fleur, c'est une bractée. Et à l'intérieur de cette bractée, vous avez 3 petites fleurs crème, couleur crème, qui sont les vraies fleurs de bougainvillier. Alors, comme le bougainvillier n'a pas de parfum, en plus, ici, il y a certains bougainvilliers qui font des graines, mais c'est quand même assez rare. Mais pour attirer les butineurs, les pollinisateurs, les plantes ont fait des couleurs très vives qui se voient de loin. Alors, le cas du Spathodea que je vous disais tout à l'heure, le tulipier du Gabon, moi je le vois à des kilomètres de loin, on voit un gros truc vert avec des grosses taches rouges dessus. On imagine que les pollinisateurs doivent voir la même chose. Et c'est un peu démesuré la grosseur de la fleur pour pouvoir compenser le fait de ne pas être parfumé. Alors, pourquoi l'arbre est important dans l'écosystème ? Sans arbre, pas d'humain. C'est-à-dire que c'est grâce à l'arbre, grâce aux forêts, grâce aux plantes, qu'on fait de l'oxygène. Si on supprimait toutes les plantes, tout ce qui existe de verre et tout ce qui produit de ce principe de photosynthèse, pas d'humain. A contrario, le danger, c'est que les arbres, la journée, ils produisent de l'oxygène, mais la nuit, ils rejettent du gaz carbonique. Donc, tout le monde sait ou ne sait pas, il ne faut pas mettre de plantes dans une chambre. C'est principalement ça, parce que la nuit, la plante ne fait plus d'oxygène, elle fait du gaz carbonique. S'il y a une plante, ce n'est pas dramatique, mais si vous dormez dans une serre avec 50 plantes tous les soirs, ce n'est pas l'idéal. Et de même, je n'y avais pas pensé, je l'ai vu il n'y a pas très longtemps, puisque je m'intéresse un peu à la forêt, il vaut mieux éviter de se promener en forêt le soir ou très tôt le matin. Parce que c'est le même principe. Les arbres en forêt ne font pas d'oxygène la nuit, et quand vous vous baladez en forêt, bon, si on respire un coup, ça ne va pas marcher, on est quand même ouvert, il y a quand même de l'air et tout, mais il faut y penser. Donc, la photosynthèse, je ne vais pas vous la... C'est un peu long à expliquer, mais en gros, l'homme, enfin, je schématise un peu, l'homme a copié la photosynthèse en faisant les panneaux solaires, c'est-à-dire qu'on capte l'énergie du soleil pour pouvoir faire de l'électricité. La photosynthèse, les feuilles captent l'énergie du soleil, qui permet de pomper les nutriments par le biais des racines, et ça crée tout un truc extraordinaire qui fait que de rien de concret, on arrive à faire du bois, on arrive à faire des branches, des fleurs, des fruits, et c'est quand même un truc, ça a pris des millions d'années pour arriver à ça, mais je ne suis pas sûr que l'homme saurait refaire ça tout à fait. Donc, les arbres dans la forêt tropicale, et particulièrement les arbres d'ici, sont
très forts pour produire de l'oxygène parce qu'ils ont des feuilles très grosses. Ce sont en général des arbres qui poussent vite et ils sont très productifs en oxygène, contrairement aux arbres à feuilles fines, du genre filao, du genre des choses comme ça, qui produisent beaucoup moins d'oxygène. Donc, le dioxyde de carbone qui est stocké dans l'arbre, c'est-à-dire que l'oxygène est rejeté pour nous, pour les humains ou pour les animaux, et le dioxyde de carbone reste dans l'arbre. Et dans un arbre, dans le tronc d'un arbre, la partie du milieu, c'est une partie morte. L'arbre n'est vivant que sur le tronc. Le milieu, c'est du support. Ça permet à l'arbre de se tenir, mais c'est du bois mort. Ça rajoute de couches au fur et à mesure, mais les couches viennent de l'extérieur. Et petit à petit, ça gonfle le cœur de l'arbre. Donc, je vous disais tout à l'heure de penser que les médicaments, les parfums, les colorants, les drogues, les produits toxiques et tout sont produits en beaucoup d'arbres, au moins à l'origine, même si après ils sont copiés en chimie et en choses différentes. Dans les arbres, il y a quelque chose qui est un peu spectaculaire. Vous parlez des racines aquatiques tout à l'heure. Il y a des racines, la mangrove, qui sont aussi des arbres qui produisent énormément d'oxygène. Ils font des pneumatophores, c'est-à-dire que c'est des racines qui sont à l'envers. Au lieu de pousser au fond de terre, elles poussent en hauteur. Elles sortent de l'eau pour pouvoir respirer. Et c'est un cas un peu particulier. Il n'y a pas que les mangroves qui font ça, mais c'est principalement elles qui le font. C'est des racines aériennes, mais qui partent du bas et qui remontent vers le ciel. Donc, quand on voit dans une mangrove, il y a plein de petites tiges qui dépassent au sol. Et c'est ça qui permet à l'arbre de respirer. Sinon, les racines auraient été noyées tout le temps et n'auraient pas pu respirer. Alors, je vais changer de feuille, mais après, ce qui est chose, quand on plante des arbres, alors en forêt, en général, on plante plusieurs centaines d'arbres de la même variété. Il faut éviter de faire des espaces de monoproduits, c'est-à-dire comme ils l'ont fait en Europe et particulièrement en Hexagone, où on a planté des centaines de pins de la même variété dans des champs énormes. Alors c'est bien pour la récolte, c'est bien pour la production parce qu'on taille tout à ras. Bon, sur un principe économique, c'est pas mal, mais sur un principe d'écosystème, c'est pas bon du tout. Et ici, quand on plante des arbres, on a fait un peu la même bêtise avec les maroganies. On a fait des champs de maroganies dans les années 60-70 qui vont commencer à être récoltés aujourd'hui. Et c'est bien pour les plantes d'être avec des confrères, enfin des plantes d'une même façon, parce que comme les racines communiquent entre elles, un arbre isolé seul ne peut pas communiquer avec un autre arbre qui est à 50 km. Mais par contre, si on plante des arbres à une distance raisonnable, les arbres peuvent communiquer entre eux, se donner des alertes. Ça peut être des attaques de chenilles, ça peut être différentes choses et tout. Et à ce moment-là, l'arbre secrète quelque chose d'amer ou de désagréable. Quand la chenille va commencer à venir sur l'arbre, elle a mangé le premier, elle a mangé le deuxième, et quand elle arrive au troisième, on ne sait pas pourquoi elle arrête. Elle arrête simplement parce que l'arbre a reçu le message qu'il y a quelque chose de pas bon. Alors ce message, il passe soit par les racines avec l'intranet des forêts, soit par des molécules qui sont captées par les feuilles. C'est-à-dire que ça dégage des trucs en chimie qui dit à l'arbre, attention. Donc il y a une communication qui est pas encore bien connue, on ne sait pas encore la décoder, on ne sait pas encore faire tout ça, mais ça existe et c'est prouvé. Après, quand c'est de la même famille, parce que ça ne communique pas entre des arbres de familles différentes, on a même vu certains arbres qui étaient coupés depuis 200-300 ans, et quand on regarde l'écorce ou la racine, elle était vivante, alors qu'elle aurait dû être morte. Simplement qu'elle était branchée sur les autres arbres autour, où la photosynthèse envoyait à manger à ces arbres-là. Alors, ça ne sert pas à grand-chose parce que l'arbre, il n'a pas repoussé. Mais c'est quand même montrer que les arbres sont solidaires entre eux, ils se soutiennent, ils s'alertent en cas de problème. Et ça, c'est quelque chose qui est relativement nouveau dans l'esprit des gens parce qu'on n'imaginait pas qu'il y avait autant de connexions sous terre. Grâce à des champignons, des mycorhizes, enfin, il y a tout un système. Ce n'est pas l'arbre directement qui communique, les deux racines ne se serrent pas la main comme ça. Mais il y a plein de petites choses qui se font des filaments et c'est sur plusieurs dizaines de kilomètres. C'est le mycélium des champignons. Oui.
tout à l'heure, j'ai parlé de la dormance des arbres. En pays tempéré, la dormance, c'est l'automne. C'est-à-dire que les arbres perdent des feuilles par centaines, les arbres en pays tempéré, et au Canada et tout ça, c'est superbe. Ici, notre dormance, notre période de dormance, c'est au début du carême. Donc, on parlait des marganites tout à l'heure. Donc, ils se mettent en position carême, en position danger, manque d'eau, et ils savent prédire, ils le font pour les premières chaleurs, mais je ne sais pas comment ils font pour le trouver. Mais ils sont quand même très forts pour ça. Et il faut savoir que les feuilles servent à la photosynthèse, servent à tout ça. Mais il y a un truc qu'on oublie, c'est que les nutriments sont pris par les racines, mais sont pris aussi par les feuilles. Alors, ils sont pris par les feuilles. C'est la pollution. C'est pour ça qu'on dit que certaines plantes sont dépolluantes. Elles sont dépolluantes parce que qui dit pollution dit nutriments. Et la forêt amazonienne, le principal nutriment qu'elle reçoit, c'est les sables du Sahara. Quand on en a ici sur les voitures et tout, c'est une calamité. Mais quand on n'en a plus en Amazonie, c'est une calamité parce que les arbres n'ont plus à se nourrir. Alors, paraît-il qu'il y a eu des vents contraires et ça montait plus en Amazonie, mais ça tombait en mer et ça nourrit les sargasses. Pour ceux qui ont des sargasses chez eux, c'est une des raisons. Il n'y a pas que ça, il y a aussi la pollution des fleuves, il y a aussi différentes choses. Mais l'excès de nutriments qui tombent en mer favorise les sargasses. Mais tout ça, c'est assez compliqué. Et les arbres en Amazonie sans nutriments, à terme, ils ont de l'eau, ils ont une très mauvaise terre. La terre ne sert que de support, elle n'a pas de nutriments dedans. Et c'est vraiment compliqué. Et quand on dérègle un peu ça, c'est assez compliqué. Donc, je vous ai parlé tout à l'heure du World Wide Web. Donc, c'est le fait que tous les arbres soient liés entre eux, enfin, tous les arbres de la même espèce soient liés entre eux et se défendent contre les prédateurs, contre les autres arbres envahissants. Il y a un truc qu'on ne sait pas toujours. Il y a des arbres qui sont allélopathiques. Alors, c'est un joli mot. Allopathique, c'est médicament. Allélopathique, c'est quelque chose qu'on ne connaît pas trop, mais qui est superbe. C'est des molécules qui sont développées sur les arbres. Alors, le plus connu ici, c'est le campèche, qui est un arbre exotique aussi, qui a été introduit du Mexique, de la ville de Campeche, qui a été introduit peut-être pour faire à l'origine, il paraît que c'était pour faire les voies de chemin de fer. C'est-à-dire qu'entre deux rails, on mettait un bois et on mettait du campèche qui est quasiment imputrescible. Donc, on a planté du campèche pour faire ça. Aujourd'hui, le campèche sert à faire du miel qui est très, très bon, ce qui est très renommé, mais c'est quand même une espèce exotique, pas encore classée dans les variétés envahissantes, mais c'est limite. Et je ne me rappelle plus pourquoi je vous ai dit ça, mais le campèche, il est allélopathique. Voilà. Donc, quand ils vont vous planter des plantes sous un campéchier, elles ne poussent pas. Elles ne meurent pas, mais elles ne poussent pas. Il y a une molécule qui la bloque. Moi, je l'ai vu à Pierre et Vacances où on fait l'entretien. On avait une haie de multipliants et il y avait un campéchier au milieu. Mais les multipliants qui étaient tous plantés en même temps faisaient 4 mètres de haut et sous le campéchier faisaient 30 cm. Ils n'avaient pas bougé. Ils n'étaient pas morts, ils n'avaient pas bougé. Et c'est cette capacité de bloquer. Donc, on peut imaginer que pour les désherbants, au lieu d'utiliser des formules chimiques très compliquées, qu'on pourrait faire peut-être des choses à partir d'essence, je ne sais pas sur quoi ça se prend, de campèche pour pulvériser dans les champs, pour bloquer les mauvaises herbes. Et le campèche fait ça, sauf pour ses plants à lui. C'est-à-dire que ses plants à lui ne sont pas pris dans ça. Donc, ils arrivent à se développer. Et dans la forêt, il y a beaucoup d'arbres. Un arbre fait des millions de graines. Donc, quand les graines tombent en forêt, à terme, il y en a peut-être 10 qui vont sortir et les autres restent des tapis de graines. Quand vous voyez, moi je récupère en forêt des plants de poiriers, des fois vous voyez des gazons de poiriers. Et puis il faut passer 3 mois après, il n'y a plus un plant de poirier. Ils sont tous morts. Ou des résiniers sur la mer, au bord de mer, il y a des tapis de résiniers. Et ils ont la capacité de pousser, mais il y en a 1 sur 10 000 qui va ressortir. Alors que quand nous, on les prend, on les remet en pot, ils poussent très bien. Donc, l'arbre, pour sauver l'espèce, fait 100 fois ou 1000 fois ou 10 000 fois plus de plants qu'il n'a vraiment besoin. Donc, il y en a 1 ou 2 qui vont arriver à la table adulte. Et souvent au pied de l'arbre.
ils n'arrivent pas à pousser parce qu'ils n'ont pas de lumière, ils n'ont pas de bonnes conditions. Mais le jour où cet arbre-là est taillé, où il meurt, où il a un problème, il y a tout de suite la relève qui part derrière. Et ce sont des plants qui peuvent avoir 10 ans, 20 ans, qui ont fait 15-20 cm, qui n'ont pas poussé. Et sitôt que les conditions sont bonnes, ils démarrent. Et ils sont soutenus par les parents, par la mère ou le père, je ne sais pas lequel, en le nourrissant un peu, parce que comme l'autre prend toute la lumière et les empêche de pousser, ben, ils supportent les bébés en attendant de sortir. Et c'est quelque chose de difficile à imaginer et qui est quand même bien concret. Et dans la nature, il y a beaucoup de choses. Alors, je vais vous donner un truc. Donc, on parlait des problèmes répulsifs. Il y a des arbres qui ont besoin. Alors, c'est un arbre, mais c'est pas vraiment un arbre. Le frangipanier, que tout le monde connaît, qui fait des fleurs blanches, des fleurs rouges et tout. Souvent, les gens m'appellent et ils me disent, j'ai plein de chenilles sur mon frangipanier. Qu'est-ce qu'il faut mettre? Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, déjà, évitez de mettre des produits, parce que les produits, les insecticides et tout, c'est nous qui les consommons après. Et le frangipanier, son cycle de production est en symbiose avec les chenilles. Supprimer les chenilles, l'année d'après, il aura beaucoup moins de fleurs. La chenille, qu'est-ce qu'elle fait? Elle mange toutes les feuilles, elle fait un stress à la plante qui fait que la plante se sent en danger et son réflexe, c'est de fleurir 2 fois plus, même si elle ne fait pas de graines, pour pouvoir sauver l'espèce. Bon, c'est un réflexe naturel que beaucoup d'animaux ou d'humains ont. Plus les gens ont un pouvoir de vie élevé, moins ils ont d'enfants. C'est un peu la même chose chez les plantes. Plus elles sont en danger, plus elles vont sauver l'espèce. Et ça permet aussi les bourgeons de frangipanier sont taillés, donc ils sont coupés par la chenille qui mange le bourgeon. Du coup, le frangipanier se ramifie. Et s'il n'y avait pas cette chenille ou l'homme, ben, il aurait fait des branches qui seraient montées sur 1 mètre, 1,50 m de haut. Et comme c'est le bout des branches qui fleurit, au lieu d'avoir une fleur, enfin 2 fleurs par branche, s'il y a 20 branches, ben, il y aura 20 fois plus de fleurs que s'il y avait qu'une seule branche. Et donc, ça fait partie du cycle de la plante. Et il faut savoir que les chenilles, sauf les noctuelles, toutes les chenilles sont inféodées à un type de plante. C'est-à-dire que la chenille du frangipanier mange le frangipanier ou la lamanda, mais quand il n'y a plus de feuilles, ben elle meurt ou elle fait sa chrysalide plus petite parce qu'elle ne sait pas manger autre chose. La chenille rasta qui est arrivée ici il y a quelques années qu'on n'avait pas avant, qu'on confond avec le chenille frangipanier, mais ce n'est pas la même, c'est une chenille poilue. Elle mange les lauriers roses et les roses du désert. Mais par contre, celle-là, je n'ai pas trop compris sa logique, elle tue la plante sur laquelle elle mange. Et si cette plante est morte, la chenille meurt, elle peut pas manger autre chose. Donc c'est assez paradoxal. Alors c'est pas une chenille. Le frangipanier, je pense qu'elle a toujours existé ici. La chenille rasta, ça fait une 20aine d'années qu'elle existe. Alors peut-être qu'elle vivait sur d'autres plantes qui n'avaient pas ce problème-là, mais en tout cas sur le laurier rose et sur le rose du désert, c'est catastrophique. Il y a aussi, par exemple, les bêtes à catalpa qui vivent sur le catalpa, un arbre qui pousse au bord de mer, qui pousse les pieds dans l'eau, qui sait utiliser l'eau salée pour la consommer, comme le résinier et comme certains arbres. Il y a des arbres qui ne supportent pas la présence de l'eau salée ou des embruns. Et il y a des arbres, ils vivent à la lame battante. Dans les plantes fleuries, vous avez l'ixora, que tout le monde connaît. J'en ai déjà vu pousser les pieds dans l'eau, touchent l'eau, ils sont très contents, ils se débrouillent comme ça. Donc le catalpa a une petite punaise noire et jaune, noire et rouge, et qui envahit, qui suce la sève des catalpas ou des hibiscus. Et comme par hasard, le catalpa et l'hibiscus sont de la même famille. Donc les familles avant étaient classées par la fleur, donc c'est un classement de Linné, qui était un botaniste suédois, qui a classé ça dans les années 1700 et quelques, en fonction des fleurs, en fonction du type de fleurs. Aujourd'hui, tout ça a changé, parce qu'on est plus moderne. Alors, quand on se balade en forêt, on voit une fleur, on arrive à peu près à savoir la famille en fonction de la fleur, on sait que c'est une malvacée, famille des hibiscus, tout ça. Et là, on a fait de la recherche ADN. Donc, ils ont cherché dans chaque plante, ils ont fait une recherche ADN. Et ils ont reclassé pas toutes les plantes, mais beaucoup de plantes, en fonction de l'ADN. Donc aujourd'hui, le cacao, l'hibiscus, le fromager sont classés dans la même famille, alors qu'avant, c'était des familles différentes. Mais
quand on regarde bien, la fleur se ressemble un petit peu quand même. Peut-être que Linné n'avait pas bien vu, parce que le temps qu'il récupère une fleur en pays tropical pour la ramener en pays tempéré, la fleur, à mon avis, elle avait un peu fané. Mais donc ça a changé. Il y a plein de familles qui ont disparu. La famille des cacao a disparu, la famille du fromager a disparu, et la famille des hibiscus, les malvacés, ont eu plein de nouveaux. Et quand on regarde le catalpa, donc les insectes savent reconnaître les familles parce qu'ils mangent effectivement toutes ces plantes-là. Donc ça montre bien qu'elles ont un point commun et qu'elles sont. Donc chaque chenille a son thé. La chenille du piment ou de la tomate et piment, c'est de la même famille. C'est le sphinx du piment, qui est un très joli papillon, une très jolie chenille verte avec une petite antenne à l'intérieur. Et elle ne mange que ça. C'est-à-dire que s'il y a plus de piment, plus de tomate, elle meurt. Et elle fait un papillon qui, quand il se développe, il va chercher les plantes de ces familles-là et il pond des œufs dessus, mais que sur ça. Il ne va pas vendre sur autre chose parce qu'il sait que les bébés chenilles ne vont pas manger les autres choses. Donc, c'est quand même très, très cloisonné et très, très bien organisé. Alors, il n'y a que les noctuels, qui sont des petits papillons de nuit qu'on voit des fois. Eux, ils sont polyphages. Ils mangent de tout. Ils n'ont pas de problème de régime. Ils mangent toutes les plantes. Ce n'est pas forcément les plus intéressants. Donc, dans les arbres un peu spectaculaires, qui ne sont pas forcément spécifiques à la Martinique, il y a le fromager, qui est pour moi un des plus beaux en dehors du zamana, mais qui n'est pas un arbre local. Le fromager, on peut le considérer comme local, mais on le retrouve en Afrique, on le retrouve en Amérique, on le retrouve un peu partout. Pourquoi? Parce qu'il a des graines très légères, le capoc, je ne sais pas si vous avez déjà vu ça, on aurait dit de la neige sur un arbre, avec une toute petite graine noire. Et à mon avis, elle a pu venir d'Afrique dans les temps lointains par le vent. Je vous rappelle que dans les années 75-80, je ne me rappelle plus de la date, on avait une invasion de sauterelles qui venaient d'Afrique vivantes. Et on se posait des questions parce qu'on ramassait des seaux et des seaux de sauterelles. Et puis elles ont essayé de se reproduire ici, puis le cycle s'est arrêté. Mais les graines, elles peuvent venir comme ça de très loin, c'est 6 ou 7 000 kilomètres, avec des vents, avec des nuages très hauts et tout. Et c'est quand même. Donc ça, on considère que c'est naturel. Même s'il a été introduit, mais introduit naturellement, il n'est pas une plante exotique. Donc, dans les plantes locales, et vraiment locales ici, il y a le bois lélé, qui est l'emblème de tous créoles. C'est un arbre assez rare, qui pousse assez facilement, mais très peu de gens le connaissent, alors qu'on peut l'avoir en pot, on peut l'avoir assez facilement. Et c'est un arbre indispensable pour faire le punch. Sans punch, il y a pas de, sans bois lélé, il n'y a pas de punch. Et donc c'est spécifique ici, c'est un arbre à 5 branches. Donc il y a le pivot principal et 5 branches autour. Et quand on regarde en Guadeloupe, ils ont un bois lélé, mais qui n'est pas le même du tout. C'est un 3 branches. Ils sont moins spécialistes que le punch, peut-être, je ne sais pas. Et chaque île a son bois lélé qu'on est utilisé en bois lélé. Alors, on l'utilise pour le punch, ça c'est le plus connu. On l'utilise pour les soupes, pour le calalo, pour les choses comme ça. Alors, le gros bois lélé, parce que ça pousse comme un amandier local, qui n'est pas vraiment local, puisque c'est une plante qui a été introduite, l'amandier. Et donc, il y a des grosses branches en bas, et au fur et à mesure où on monte, ça fait des étages. Tous les 2 mètres, il y a un étage de bois lélé. Dans les arbres un peu spectaculaires, vous avez le gommier rouge. Alors, tout le monde connaît le gommier de nom et le gommier rouge, on le voit très bien. Il y en a du Carbet, il y en a un peu partout. Alors, moi, j'étais à Cuba il y a quelques années et j'ai trouvé qu'il avait un nom à Cuba qui était extraordinaire. On l'appelait l'arbre du touriste, parce qu'il pèle comme les touristes. Et il y a quelques arbres comme ça, le goyavier le fait un peu aussi. Ce sont des arbres qui lâchent des morceaux d'écailles de peau. Et l'arbre du touriste, j'avais trouvé ça très très sympa. Et alors, le gommier rouge ne sert strictement à rien, en tout cas pas fait à des gommiers. C'est le gommier blanc qui fait les touristes. Alors, le gommier rouge pousse en zone sud, en zone sèche, Carbet, Sainte-Anne, Trois-Îlets, partout. Et on ne fait pas grand-chose avec. Par contre, le gommier blanc, qui est de la même famille, c'est un arbre qui pousse plutôt dans les zones humides, plutôt balata, plutôt tout ça. Et c'est un arbre où les Amérindiens faisaient les gommiers, faisaient les bateaux dans le tronc.
Aujourd'hui, c'est plutôt des yoles. Il y a moins de gommiers, c'est plutôt des yoles. Et la base du bateau était faite avec cet arbre-là. Et malheureusement, on fait des expéditions pour aller chercher les gommiers blancs, mais personne ne les replante. Alors, on a fait une opération il n'y a pas très longtemps avec les yoleurs, même si c'est pas forcément des consommateurs de gommiers, pour aller replanter quelques gommiers. Parce qu'il faut les planter aujourd'hui pour pouvoir les récolter dans 20 ou 30 ans. Et si on les taille à chaque fois et qu'on ne les replante pas, ils ne se reproduisent plus naturellement et il y en aura de moins en moins. Et c'est quand même quelque chose du patrimoine qui est quand même assez spécifique, mais c'est cet arbre-là principalement. Retenir. Donc, dans les arbres spectaculaires aussi endémiques, bon, on en a parlé tout à l'heure, c'est le résinier de bord de mer, qui a un nom que moi j'aime bien, ça s'appelle Coco Loba. Je trouve le nom sympa. Il y a eu des restaurants, il y a eu des boîtes de nuit qui s'appelaient comme ça à un moment, je trouve ça sympa. Donc, ce sont des arbres qui poussent vraiment les pieds dans l'eau, mais qui peuvent pousser en hauteur. J'en connais un au Gros Monde. Il faut 3 personnes pour faire le tour de l'arbre. L'arbre est énorme, le tour du tronc. L'arbre est énorme, alors qu'au début, je pensais que ça poussait qu'au bord de mer, mais ça pousse au bord de mer. Pourquoi? Parce que les graines qui tombent à l'eau ont la capacité de germer amenées par l'eau. Et leur moyen de transport de la graine, c'est la mer. Alors que les autres arbres, sitôt qu'ils tombent en mer, la graine n'a plus de pouvoir de germination. Après, il y a un arbre qui est spectaculaire et qui est un peu particulier, c'est le courbaril. Alors, tout le monde connaît les meubles en courbaril, c'est un très bel arbre d'ébénisterie et tout. C'est un très bel arbre en l'aspect. Il y a celui qui a été planté à Clément avec Monsieur Aimé Césaire et Bernard Ayotte. C'est un arbre qui pousse relativement vite, mais qui a une particularité un peu spéciale. C'est que les graines, pour ceux qui connaissent les graines de courbaril, sont des coques très très dures. Et naturellement, quand la graine tombe, elle n'arrive pas à repousser. Il faut soit l'homme pour casser la graine. Alors, il y a un truc que j'ai découvert, les courbarils poussent très facilement au bord de route. Pourquoi? Parce que les voitures roulent sur la graine, cassent la graine et ça repousse. Alors, certains manicous arrivent des fois à manger la graine et quand on le laisse pourrir, elle finit par s'ouvrir, mais souvent les graines, les amandes à l'intérieur sont mangées et ça pousse plus. Donc c'est un arbre, si on ne l'aide pas un petit peu à sa reproduction, on va les perdre. Alors, c'est des arbres, il ne faut pas être pressé, c'est des arbres qui prennent un certain temps, mais c'est un arbre qui est très joli, qui n'est pas violent en racines. Bon, il ne faut pas le planter à 10 mètres d'une maison, mais c'est des arbres sympas quand même. Après, l'arbre qui est assez emblématique de la Martinique, je sais qu'il n'est pas aimé de tout le monde, c'est le figuier maudit, le Ficus citrifolia. Alors, il s'appelle Ficus étrangleur. Souvent, les gens le confondent avec un parasite. En aucun cas, c'est un parasite. C'est un arbre qui vit Alors, la définition de parasite et de non-parasite, le parasite le plus connu ici, c'est le cuscute, la petite vermicelle diable qui pousse. Donc, ça perce le tronc et ça pompe la sève de l'arbre sur lequel il est. Mais il y a très peu de parasites. Le parasite connu en pays tempérés, c'est le gui, qui fait des grosses boules. Alors, il y en a un qui ressemble beaucoup ici, mais il y a peut-être 3 ou 4 plantes parasites, il n'y a pas plus. Et toutes les autres plantes sont des plantes épiphytes. Alors, quand tu rentres chez toi le soir, à l'entrée de la route de Didier, quand tu passes le tunnel, il y a un câble électrique qui traverse et dessus, il y a une épiphyte dessus. Ben, elle ne se branche pas sur le courant, elle pompe pas la sève, elle ne te pique pas ton courant. Donc, elle vit uniquement de l'air du temps. C'est un support, mais ça peut être un support métallique, ça peut être un support câble caoutchouc, ça peut être n'importe quoi. Alors, quand il y a beaucoup d'épiphytes sur un arbre, ça peut le fatiguer, ça peut lui faire des difficultés. Mais en aucun cas, les épiphytes pompent l'arbre. Alors, dans les orchidées, beaucoup de gens pensent que les orchidées sont des parasites. Il y a 1 ou 2 orchidées sur 100 000. Je crois qu'il y en a 1 ou 2 qui sont parasites, mais c'est rarissime. La plupart des orchidées, en tout cas celles qu'on a ici, ne sont pas parasites. Elles vivent en symbiose avec l'arbre, elles vivent en support, elles vivent en tout. Et le figuier maudit, c'est comme ça. Mais lui,
il a un peu la particularité, c'est qu'à un moment, il se développe tellement qu'il finit par étrangler l'arbre sur lequel il est et il finit par le tuer. Mais il ne le tue pas en pompant la sève, il le tue parce qu'il devient plus gros. Et des fois, je vois un arbre, je me dis, mais c'est quoi comme arbre? C'est un figuier, c'est un poirier, on ne sait plus. C'était un poirier à l'origine, et puis ça finit par un figuier qui a complètement pris le dessus. Mais les figuiers ont une raison... la biodiversité, c'est qu'ils font des petits fruits qui sont consommés par plein d'animaux, par plein de choses. Et c'est des arbres, alors, souvent ils attaquent les ruines, ils sont dans les gouttières, ça pousse n'importe où. Et ça peut faire des dégâts, ça peut casser des maisons, ça peut faire des tuer. Mais il y a beaucoup d'insectes et d'oiseaux qui vivent particulièrement grâce à ça. Donc, je vous disais pour la dormance, c'est vraiment la dormance, c'est l'hibernation pour les animaux. Bon, nous, on n'est pas trop concernés ici, mais les ours au Canada ou ailleurs qui réduisent leur façon de vivre et puis qui ne consomment plus rien, qui ne dépensent plus rien. Mais les arbres qui se mettent en dormance, c'est exactement le même principe et ça leur permet de passer des caps difficiles, passer des carèmes difficiles parce qu'ils n'ont pas d'évacuation d'eau, ils n'ont pas d'évapotranspiration et ils arrivent à survivre. Et c'est vraiment une force de la nature qui est... Enfin, on ne s'en rend pas trop compte, mais si nous, on pouvait faire ça, on le fait en carême, mais on ne le fait pas aussi longtemps. Après, il y a des arbres dans la famille des fabacées. Alors, les fabacées, c'est avant ce qu'on appelait légumineuses. Les légumineuses, en aucun cas, ce sont des arbres qui font des légumes. Hein. Je sais pas, c'est pas peut-être pour ça qu'ils ont changé le nom. Les légumineuses, c'est le zamana, c'est le gliricidia, c'est tout ça. Donc c'était, parce que ça ne s'appelle plus comme ça s'appelle les fabacées. Et le zamana, entre autres, mais il y en a d'autres qui ont ça aussi, capte l'azote et l'envoie dans les racines, dans des nodosités dans les racines qui permet aux autres plantes qui sont plantées à côté de consommer de l'azote. C'est pour ça qu'autour d'un zamana, l'herbe est toujours verte. Contrairement à certains arbres qui détruisent complètement en dessous, le zamana, il y a une végétation énorme en dessous. Ça aurait été un campèche, ils n'ont pas eu un brin d'herbe, il n'y a rien du tout. Le zamana, c'est le contraire. Pourtant, ils sont de la même famille. Hein. Donc, il y a toujours des exceptions pour confirmer les règles. C'est la famille des fabacées. Et lui, il n'est pas allélopathique, il est au contraire, il favorise les végétaux. Donc, qu'est-ce qu'on essaie de faire aujourd'hui? On essaie de reboiser des espaces vierges pour ne pas laisser la mauvaise herbe pousser. Quand une forêt est à peu près plantée normalement, il n'y a pas trop de plantes envahissantes dedans, bien que moi je m'occupe d'une forêt où il y a du Triphasia trifolata. C'est une petite plante de la famille des agrumes qui fait énormément qui envahit énormément et qui a une particularité, c'est qu'elle fait des petits fruits rouges très sympas que les oiseaux mangent. Ils le digèrent et quand ils recrachent des plants et ils font des kilomètres comme ça. Et c'est une plante hyper invasive qu'il faut vraiment essayer de détruire. Mais si on s'y met pas tous, on va pas y arriver. Dans Sainte-Anne et tout, il y en avait des hectares et des hectares. L'ONF a nettoyé il y a quelques années 120 hectares. Quand on retourne sur les endroits où ils ont fait ça, c'est comme s'ils n'avaient rien fait, tout a repoussé. Parce qu'il restait des morceaux de racines, il restait des graines. Et c'est vraiment alors, il y a quelques espèces qui sont vraiment pas bonnes du tout dans les espèces envahissantes. Ça, c'en est une. Et si on ne fait pas attention à protéger cette biodiversité, on va perdre petit à petit des essences. On a déjà une cinquantaine de plantes qui sont protégées. Il y a le gaillac que tout le monde connaît au moins de nom, qui est protégé parce que c'est un arbre. C'est pas très bien de dire ça, mais qui a été détruit par la marine française. Parce qu'on utilisait le bois de gaillac pour faire des poulies, pour faire je sais pas comment ça s'appelle, pour tenir le gouvernail, parce que c'est un arbre qui graisse énormément. Et la Jeanne d'Arc qui était en panne il y a une vingtaine d'années entre la Dominique et la Martinique a été dépannée par la marine nationale ici, qui avait dans son stock des bois de gaillac pour faire ces pièces-là. Alors qu'aujourd'hui, c'est un arbre protégé. On n'a même pas le droit de faire de l'artisanat, on n'a pas le droit de rien faire dessus. On l'a tellement surconsommé qu'on a quasiment fait disparaître. Et le danger, c'est qu'on a fait rentrer des gaillacs
des États-Unis ou d'ailleurs, qui ne sont pas la même variété que la nôtre et on perd notre biodiversité au profit d'une autre plante qui ressemble beaucoup mais qui n'est pas la même. Donc, on a vraiment ce devoir de préserver les espèces végétales locales contre les espèces exotiques envahissantes et puis pour ne pas perdre notre patrimoine génétique de plantes et qui est un peu notre identité. Parce que si on n'a que des plantes qui poussent en pays, si on n'a que des flamboyants, des arbres de voyageurs, des choses comme ça, bon, c'est sympa. Moi, j'en vends, je suis mal placé pour le dire que c'est pas bien. Mais c'est quand même, on perd notre identité alors qu'on a des arbres très jolis qui peuvent pousser. Donc, c'est juste pour dire un peu, dans les plantes, les arbres ne sont pas seulement des choses décoratives, ils ont toute une vie, toute une raison d'être qui n'est pas que du décor, mais aussi du décor. Et c'est à nous, humains, où on fait beaucoup de dégâts, d'essayer de rattraper les bêtises qu'on peut faire et de mélanger, enfin de garder le T-Bomb, par exemple, que vous connaissez tous. On s'est mis à l'utiliser en ornemental et les gens me demandent mais c'est quoi comme arbre, c'est quoi ce nouvel arbre et tout. Je dis mais c'est du T-Bomb. Il y a 4 variétés de T-Bomb. Il y a le gros baume, le petit baume, le moyen baume. J'en ai planté à l'entrée de Rivière-Salée près du nouveau cinéma. Et pratiquement tous les mois, j'ai des gens qui me disent mais c'est quoi cette nouvelle plante que tu as mis là? C'est pas une nouvelle plante, c'est du T-Baume. Et le T-Baume est une plante extraordinaire dans les jardins. Ça change de couleur. En carême, ça devient rouge, ça devient jaune. Il y en a qui ont ça chez eux, ils savent, mais ceux qui n'ont pas ne savent pas. Ça dégage une odeur extraordinaire. Pour moi, c'est une plante superbe. Et on ne l'utilise pas. On va mettre des mangles argentés, on va mettre des choses qui n'ont rien à voir de chez nous, alors qu'il y a des plantes locales qui sont vraiment superbes. Voilà, donc c'est compliqué. Les arbres, ça touche tout le monde et tout le monde est plus ou moins doit être plus ou moins sensibilisé à ça. Et il y a beaucoup de choses à faire, il y a beaucoup de choses à découvrir parce qu'on ne connaît pas encore tous les tenants et les aboutissants des contacts avec les arbres, entre les arbres et les animaux, entre les arbres et les champignons. Enfin, il y a plein de choses qu'on imagine mais qu'on ne connaît pas encore trop. Voilà. Ouais.